Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, chaque année a lieu la semaine du cerveau, comme l'a dit Christophe, qui est une rencontre entre des chercheurs et dans le domaine des neurosciences et un grand public, tout public, et bien sûr, bienvenue. Ça permet au public de s'informer sur les avancées dans le domaine des neurosciences et voir un petit peu comment fonctionne le métier de chercheur qui intéresse aussi les écoles dans lesquelles on intervient. Nous sommes une association, donc ça nous permet de demander aux sponsors qui sont notés sur l'image ici, comme par exemple INMED, l'IBDM, différents sponsors qui nous permettent de financer nos interventions. C'est organisé sous forme de conférences, de débats, de ciné-débats, d'expositions aussi. Nous, on s'occupe bien sûr de la région PACA, qui est quand même très, très grande. Moi, je m'occupe particulièrement des interventions scolaires et on est content cette année d'intervenir dans à peu près 60 établissements, 150 classes. On va contacter à peu près de l'ordre de 3500 élèves. Donc, c'est vraiment une satisfaction. Et on leur parle du métier de chercheur. Et puis également, il y a un topo qui est prévu. Voilà. Donc, on a le soutien des associations, des institutions et qui nous prêtent des salles. Là, évidemment, on est chacun derrière son ordinateur et pour cause. On a ce soutien financier du département, de la région, etc. Voilà. Donc, un mot, bien sûr, je vais vous présenter Marcel Crest avant qu'il démarre sa conférence. Je vais lui laisser la parole tout à l'heure. C'est un chercheur. On dit directeur de recherche émérite au CNRS. Émérite, ça veut dire qu'on est à la retraite. Voilà. Il a travaillé principalement sur les récepteurs de la peau, dans le domaine du toucher, donc les récepteurs qui permettent de contrôler la douleur, le plaisir, la détection de la température, etc. Et souvent, il parle d'un dialogue qu'il existe entre la peau et le cerveau. Donc maintenant qu'il est à la retraite, il a plus de temps pour lui-même et il intervient dans les débats sur les médias, par exemple, pour des conférences, tout public. Et il a monté une entreprise dernièrement, il a cofondé une entreprise qui s'appelle Terre Éternelle. C'est une entreprise de cosmétiques bio qui respectueux de la peau et de la santé des enfants. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'il peut nous présenter sa conférence et je lui laisse la parole. Et je coupe mon micro et ma caméra. Comme Merci Serge, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, merci à l'équipe de la Semaine du Cerveau de m'avoir invité à faire cette conférence qui s'appelle Soigner par le toucher, des médecines traditionnelles à la neurobiologie tactile. C'est-à-dire que je vais partir des médecines traditionnelles pour arriver au résultat de la recherche la plus pointue et la plus actuelle. Je suis donc directeur de recherche émérite et rattaché au laboratoire de neurosciences cognitives, qui est un laboratoire qui se trouve à la faculté Saint-Charles, à Aix-Marseille Université. Et également, si jamais cette session de la semaine du cerveau avait eu lieu en présentiel, j'étais invité par l'Université du temps libre de Berre et j'aurais eu beaucoup de plaisir à aller les voir parce que je les ai rencontrés déjà une fois ou deux et c'est un public que j'aime beaucoup. Donc, je commence par les saluer, par les remercier pour m'avoir initialement invité. C'était eux qui ont dit on aimerait bien que M. Crest vienne faire une conférence sur soigner par le toucher. Bonjour Berre. Bon, bonjour aussi à tous les gens qui sont là. Merci de nous avoir rejoints. Je vais essayer de vous passionner avec un sujet qui a trait au toucher. Et vous voyez déjà à travers ces 3 photos de couverture de journaux que le toucher est quelque chose qui fait aujourd'hui partie du monde des médias, sur lequel vous voyez souvent des articles dans des revues de vulgarisation scientifique. De quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais commencer par vous parler du rôle du toucher dans les médecines traditionnelles. Je vais vous montrer que le toucher était déjà extrêmement utilisé dans des médecines traditionnelles en Égypte, en Inde, évidemment dans la médecine traditionnelle chinoise, ce qui va m'amener à vous parler un petit peu de l'acupuncture. C'est probablement la première thérapie par le toucher dont je vais vous parler, l'acupuncture. Je vous dirai un petit mot aussi de réflexologie plantaire. Et puis ensuite, je vais changer de domaine pour arriver au XXe siècle et vous montrer les apports de la psychologie, ce qu'on appelle la psychologie cognitive, celle qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau. Et je vous parlerai de l'aptonomie ou théorie de l'attachement.
Et enfin, je vais prolonger tous ces éléments un peu historiques pour vous développer les résultats récents de la recherche. Dans la neurobiologie du toucher, je vous parlerai du pouvoir des caresses, l'importance des caresses et de ce qu'on appelle les fibres cétactiles. Et je vous montrerai les propriétés des récepteurs de la peau qu'on a découvert ces 20 dernières années. C'est absolument quelque chose de passionnant, enfin, en tous les cas, qui m'a passionné, moi, comme chercheur. Enfin, je vous parlerai un petit peu des maladies du toucher. Ce n'est pas évident de penser qu'il y a des maladies du toucher. On se dit qu'il y a des maladies des autres sens. Quand on a une maladie de la vision, on finit par être aveugle. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie du toucher? Je vous en parlerai un petit peu pour arriver enfin à ce dernier paragraphe, qui est l'élément clé de mon exposé, mais qui ne sera pas le plus long, ça prendra une dizaine de minutes. Peut-on soigner par le toucher? Allez, je démarre. L'importance du toucher dans les médecines traditionnelles. Alors regardez, ce sont des fresques, celle-ci et celle-là, que l'on trouve sur les tombeaux de médecins de Pharaon. Les médecins de Pharaon avaient rendu vizir, et sur leurs tombeaux, on pouvait trouver des fresques qui représentaient les pratiques médicales. Et les pratiques médicales qui sont là, elles sont reproduites ici sur cette illustration. Ce sont des figures de massage des mains et des pieds. Et on en déduit que chez les Égyptiens, déjà dans les temps anciens, il y avait des pratiques de massage. On a même pu déchiffrer les hiéroglyphes qui sont là. Et la personne qui masse dit « Je ferai en sorte que tu me remercies parce que tu vas voir les bénéfices du massage que je vais pratiquer. » En Inde, le massage aussi est inclus dans le système de soins ayurvédiques. Vous savez, ce système global qui consiste à vouloir prendre la personne dans sa totalité et essayer d'équilibrer ses problèmes d'une manière générale. Et le massage fait partie de ce système de soins. Le masseur va agir sur des points de pression de manière à équilibrer l'énergie vitale et lui permettre de circuler harmonieusement dans le corps. Alors, dans les médecines traditionnelles, on va souvent avoir cette notion d'énergie vitale, de répartition de l'énergie vitale, de pression sur des points d'énergie vitale. C'est un point qui est extrêmement intéressant et que je garde un petit peu pour la discussion. Je ne peux pas vous expliquer davantage ce que c'est là. Si vous avez des questions là-dessus, je vous l'expliquerai. L'objectif, c'est d'équilibrer, là encore, le corps et l'esprit d'une manière générale et équilibrée. Ce qui est intéressant, c'est que ces massages sont réalisés avec des produits chauffés, comme de l'huile de sésame ou de moutarde. Et vous verrez tout à l'heure que je reviendrai, par exemple, sur la moutarde en vous demandant en vous expliquant pourquoi est-ce qu'elle agit sur la peau. Alors, dans la médecine traditionnelle chinoise, il faut savoir qu'il y a des références au massage et à l'acupuncture dès les premiers écrits de la médecine traditionnelle chinoise. La plus ancienne version de ce qu'est la médecine traditionnelle chinoise date de 762. Mais on sait qu'il y a des savoirs qui sont bien antérieurs et que l'on fait remonter à 500 ans avant Jésus-Christ. Le massage chinois est centré là encore autour de l'énergie vitale, le qi, qui est dispensé le long des méridiens. Vous avez tous entendu parler de ces lignes dans lesquelles l'énergie vitale est censée circuler. Et le massage est une combinaison à la fois de massage, mais aussi de points de pression très précis, souvent sur les zones d'acupuncture, de manière à provoquer des effets. Alors voilà ici des représentations de ces méridiens d'acupuncture, avec la figuration des points de pression sur lesquels il convient d'appuyer. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce lien correspond à une réalité anatomique unique? Écoutez, si vous vous livrez à de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire ou ce que vous voulez, vous ne trouverez jamais une véritable et unique unité anatomique qui correspond à ça. En fait, il faut comprendre que ce sont des faisceaux de fibres qui viennent de différents endroits de la peau et qui petit à petit cheminent côte à côte au niveau du cerveau. Ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir pu répertorier, identifier tous ces points et avoir pu établir des relations entre la pression en un point donné et un effet sur la santé. Alors, si je compare ce que dit la médecine traditionnelle chinoise avec ce que dit le neurobiologiste occidental, on va dire que l'insertion d'aiguilles d'acupuncture va agir sur le flux d'énergie, le qi, en stimulant des méridiens de manière à produire un équilibre entre les aspects positifs et négatifs de l'équilibre de l'énergie dans votre corps. Et cela va produire un effet thérapeutique. Alors évidemment, quand vous lisez ça, vous vous dites que c'est une formulation qui est assez générale, qu'on retrouve aussi dans le système de médecine hindou. Ce que le neurobiologiste va dire, c'est qu'en insérant des aiguilles d'acupuncture, on va stimuler le système nerveux cutané
produire effectivement des influx nerveux ou interagir avec les influx nerveux qui circulent, de manière à entraîner la libération de médiateurs qui vont activer le système sympathique, activer l'ensemble des systèmes de régulation de votre corps, faire de l'homéostasie, c'est-à-dire de la régulation générale, pour avoir un effet thérapeutique. Et l'important, c'est que vous comprenez que la médecine traditionnelle chinoise, aujourd'hui, dialogue avec la médecine occidentale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une conjonction, une explication de ces processus établis depuis très très longtemps avec des termes de médecine occidentale. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, on a pu établir une corrélation entre certaines pathologies, comme des douleurs dorsales, des maux de tête, des douleurs chroniques, l'effet de l'acupuncture sur certains points et les effets physiologiques qui en résultent. Donc là, on rentre déjà dans un véritable processus de thérapie. L'acupuncture est vraiment quelque chose qui est reconnu aujourd'hui, y compris par l'Organisation mondiale de la santé, comme étant une méthode thérapeutique qui est efficace. Et je trouve magnifique d'arriver à relier un savoir ancestral aussi ancien avec des données de neurobiologie aussi récentes. Vous voyez, il existe un site que nous utilisons énormément, nous chercheurs, pour savoir quelle est la littérature, la bibliographie scientifique relative à un sujet. Ce site, c'est PubMed. Et si vous marquez comme mot-clé acupuncture et voir un peu les revues qui sont publiées, eh bien, la dernière barre ici représente 2019. Vous voyez que le nombre d'études scientifiques consacrées à l'acupuncture a considérablement augmenté ces 15 dernières années. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des revues qui sont des revues scientifiques au sens où nous, les chercheurs, on les entend et qui sont entièrement consacrées au mécanisme de l'acupuncture. Alors regardez ici, ça c'est une publicité qui est mise en avant par les gens qui pratiquent l'acupuncture. Il souligne que depuis 1980, l'Organisation mondiale de la santé assure que l'acupuncture a son efficacité dans au moins 43 maladies. Et vous voyez ici un certain nombre de pathologies que cette association met en avant pour souligner que la pratique de l'acupuncture est efficace. Il existe des journaux qui sont consacrés entièrement à l'effet de l'acupuncture et ces journaux portent aussi bien sur qu'est-ce que c'est que les méridiens, comment fonctionne un méridien, quel est le principe d'un méridien, ce qui reste toujours quand même assez débattu, et puis aussi les effets biologiques dans certaines pathologies, les effets biologiques de l'acupuncture. C'est un sujet extrêmement intéressant. On pourrait presque y consacrer une conférence en tant que telle. Je vous en prie, posez-moi des questions si vous trouvez que je ne suis pas assez complet sur ce domaine. Alors ensuite, il existe également quelque chose qui est souvent mis en avant, c'est la réflexologie plantaire. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer pour un neurobiologiste. D'abord, qu'est-ce que c'est que la réflexologie plantaire? C'est la théorie selon laquelle, en appuyant sur certaines zones de la plante des pieds, on va avoir une relation avec une partie du corps. Alors, bon, je vous avoue que c'est beaucoup moins documenté que ce que je vous ai présenté sur l'acupuncture. Le rationnel que l'on peut envisager, c'est que les fibres nerveuses sensorielles qui partent de là et qui vont vers le cerveau, à un moment donné, peuvent cheminer à côté de fibres sensorielles qui partent des poumons. Et cette proximité de conduction va pouvoir induire des interactions ce type de fibres. Mais je vous avoue que pour un neurobiologiste rationaliste comme un chercheur au CNRS, ce n'est pas toujours facile d'expliquer les mécanismes de la réflexologie plantaire. D'un point de vue historique, il est quand même intéressant de remarquer que cette notion de réflexologie a émergé de plusieurs civilisations. Voici ici un schéma qui a été reporté par un Américain qui s'inspirait des travaux d'Amérindiens, donc d'Indiens d'Amérique du Nord, pour soulager la douleur. Et c'est quand même étonnant de voir que ces praticiens de la thérapie antidouleur dans des civilisations traditionnelles indiennes avaient retracé ces méridiens avec l'idée que, en appuyant sur certaines zones des pieds ou des mains, on va pouvoir avoir une action jusqu'au niveau du cerveau. Voilà, j'ai terminé pour ce que je voulais vous dire, suggérer, vous montrer concernant les apports des médecines traditionnelles. Bien sûr, il y a énormément de choses qui restent encore à discuter, en particulier sur les modes d'action et les conditions d'utilisation de ces thérapies, mais je trouve extrêmement intéressant de voir que des cultures, des pratiques médicales extrêmement anciennes ont déjà mis en avant
l'importance du toucher comme élément thérapeutique. Alors, à partir du XXe siècle, la psychologie, les écrits sur la psychologie ont pris une importance considérable et se sont intéressés au fait que le toucher est apparu comme étant un sens qui faisait du bien. Et ça, c'est un point extrêmement important sur lequel on va un peu s'attarder. Le toucher est le premier sens à apparaître. Vous voyez ici un enfant, je vais même pouvoir dire un enfant dès la naissance. Un enfant à la naissance possède déjà son système somatosensoriel, son système sensitif cutané qui est complet. Ce n'est pas le cas des autres sens. Ce n'est pas le cas de la vision, de l'audition. Le goût n'a pas été exercé, l'odorat non plus. Donc, le toucher est vraiment le premier sens avec lequel le nouveau-né et le bébé, l'enfant, après sa naissance, va communiquer avec son entourage, avec les autres personnes. Il s'établit un véritable langage à travers ce contact cutané et je vais vous montrer tout à l'heure à quel point c'est important. Mais c'est aussi le dernier sens à disparaître. C'est quand même là aussi incroyable de voir que les personnes âgées réclament ce contact de peau à peau, de main à main, et réclament ces caresses dans le dos. Elles leur font du bien également. Donc, c'est un sens qu'il ne faut absolument pas négliger dans son aspect affectif. Ce contact affectif, c'est bien plus que le bien-être. Le bien-être, au départ, vous pensez, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, je vais aller me faire masser, ça va être agréable, il va y avoir du bien-être. Mais c'est bien davantage. C'est surtout ce point sur lequel j'insiste, c'est l'importance du contact entre un enfant, un nouveau-né, et ses parents ou son entourage. Ce contact peau à peau est extrêmement important. Et on en a eu des exemples à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu beaucoup de situations d'enfants qui se sont retrouvés sans parents dans des orphelinats, ou bien des enfants qui étaient dans des situations absolument abominables, comme certaines nurseries mises en place par le Troisième Reich. Et on a eu là des exemples de situations d'enfants qui se sont développées sans contact avec des parents, sans contact cutané avec des parents. Et on en a mesuré plus tard des conséquences importantes dans la difficulté chez ces enfants à établir des relations sociales, des contacts sociaux. Alors, les deux personnes qui historiquement ont écrit sur l'importance de ce contact affectif, sur cette relation mère-enfant, sur cet attachement à travers le contact par la peau, c'est John Bowlby, qui est un psychiatre et psychanalyste britannique, qui est célèbre pour ses travaux sur l'attachement. Vous voyez ici la théorie de l'attachement à travers les générations. Et ses écrits ont été repris par Franz Feldman, qui a mis au point le concept d'aptonomie ou science de l'affection. Il insiste sur l'importance de ce contact affectif, sur le fait que ce contact affectif va être extrêmement important pour faciliter, pour permettre le développement neuronal, le développement psychique d'un enfant. Sa méthode vise à favoriser ce contact dans un contexte de relaxation, de communication agréable entre les adultes et les enfants. Donc, retenez ce terme d'aptonomie. Aujourd'hui, il y a dans des médecines alternatives des écoles d'aptonomie, des gens qui vous proposent de pratiquer l'aptonomie très souvent dans la fin de la grossesse ou dans l'accompagnement périnatal. Voilà, je vous ai présenté ce petit aspect de la mise en place de ces concepts de toucher affectif et d'autonomie. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer comment les travaux de la recherche en neurobiologie ont permis ces 20 dernières années d'apporter des confirmations extrêmement importantes sur ces mécanismes que je vous ai présentés de manière qui est un peu empirique, on va dire. Alors, commençons par faire un petit point. Qu'est-ce qui est ressenti par votre peau? C'est quoi la sensation cutanée? De quoi votre peau est-elle capable? Votre peau est capable de ressentir énormément de choses. C'est un organe sensoriel extrêmement puissant et varié. Je peux actuellement vous dire quelle est la température dans la pièce où je suis. Je peux ressentir la température, savoir qu'elle est fraîche, savoir qu'elle est chaude. Donc, j'ai des détecteurs de température ambiante. Ensuite, vous savez que j'ai des détecteurs qui vont me permettre de ressentir quelque chose d'agréable, on va dire le plaisir à travers des caresses. J'ai la capacité dans mes mains d'avoir des systèmes de sensibilité tactile
me permettant de faire des gestes extrêmement précis et de faire des objets magnifiques, comme par exemple ici ce luthier qui fabrique un violon. Je suis donc doué de toucher précis. J'ai également un sens que vous connaissez moins bien, qui s'appelle le prurite, qui fait que lorsque ma peau a été piquée ou irritée par une substance végétale ou par un insecte, s'enclenche un réflexe qui est celui de se gratter. Enfin, ma peau est capable de m'avertir à travers la douleur lorsque une stimulation chimique vient endommager la surface de ma peau, ou bien lorsque je suis en contact avec quelque chose de trop froid ou de trop chaud, ou lorsque quelque chose vient mécaniquement abîmer la surface de ma peau. Tout ça, la douleur mécanique, la douleur thermique, la douleur chimique, le prurite, le toucher précis, la détection de température, les caresses, tout ça, ce ne sont pas les mêmes sens. Il va donc falloir qu'il existe à la surface de ma peau des détecteurs, des récepteurs capables de percevoir, de sentir ces différents éléments et d'envoyer des informations pertinentes au cerveau. Qui sont ces détecteurs? Comment ce système fonctionne? En gros, il fonctionne en 4 étapes. Dans un premier temps, il va y avoir l'activité de récepteurs cutanés qui vont être capables de transformer, par exemple, la pression mécanique en un influx nerveux. Cet influx nerveux va remonter le long des nerfs jusqu'à la moelle épinière. Il y a une première étape importante de traitement de l'information au niveau de la moelle épinière. Et enfin, l'information va aller de la moelle épinière jusqu'à votre cerveau où vous allez percevoir quelque chose. Vous comprenez bien que lorsque je me pique avec une aiguille ou lorsque je me fais caresser la main par quelqu'un, les récepteurs mis en jeu, les voies de transmission, l'intégration et l'entrée dans le cerveau ne va pas être la même. Sinon, je ressentirai la même chose. Alors, qui fait quoi? Comment ça marche? Voilà la question fondamentale qui va nous permettre de savoir à quoi sert le toucher et comment on peut soigner avec le toucher. Alors, il y a une espèce de paradoxe qui est que les récepteurs qui vont être mis en jeu sont des récepteurs qui ont été décrits il y a très longtemps, depuis le début du XXe siècle. Ce sont des noms que beaucoup d'étudiants ont vus lorsqu'ils ont fait des études de biologie, de médecine, de kiné, voilà, toutes les études médicales. On vous parle des corpuscules de la peau, Meissner, Ruffini, Pacini, Merkel, mais ce n'est pas parce qu'on les décrit qu'on sait à quoi ils servent. Et je vais vous dire qu'il a fallu pratiquement un siècle, tout le XXe siècle, pour casser ce gap entre je sais qu'il y a des récepteurs cutanés et je commence à comprendre comment ils fonctionnent. Et au cours de ces 20 dernières années, il y a eu 4 ou 5 étapes de recherche absolument déterminantes que je vais vous raconter et qui ont permis de comprendre comment fonctionne le toucher. La première étape, c'est une étape neuroanatomique, c'est-à-dire qu'il y a une série de chercheurs, dont ce monsieur, David Ginty, qui travaille à la Harvard Medical School à Boston, et qui a mis au point un nouveau système de marquage des fibres nerveuses qui permet d'avoir un marquage avec une couleur très précise pour chacune des fibres nerveuses qui innervent la peau. Et ce monsieur, avec des publications dans des revues très sérieuses comme celle qui est le Graal de la publication scientifique avec Nature, Science, etc. pour les chercheurs, ce monsieur a publié une neuroanatomie extraordinairement renouvelée de la peau. Et il a dit, la peau, c'est l'organe le plus innervé de votre corps. Il y a des milliers et des milliers de fibres nerveuses qui partent de votre peau et qui montent à votre cerveau. Il y a un véritable dialogue entre votre peau et votre cerveau. Il l'a schématisé comme ça. Il a dit, voilà, il existe des fibres nerveuses qui sont présentes dans la peau glabre. La peau glabre, c'est essentiellement la paume des mains et la plante des pieds. Et il y en a d'autres qui sont présents dans la peau poilue. Il les a décrits de façon extrêmement précise. Et il a surtout insisté sur une catégorie de fibres qui sont les fibres C. Les fibres C, ce sont toutes ces fibres qui se perdent ici dans l'épiderme, dans le derme superficiel. Vous voyez, il y en a en fait à la fois dans la peau poilue et dans la peau glabre. Vous voyez ici la densité de fibres qu'il peut y avoir. Et il a insisté sur la quantité énorme de fibres de type C qu'il y a dans la peau en disant
ce n'est pas qu'un seul type de fibre. Ces fibres vont assurer différents types de perception, de sensation, de détection. Il faut comprendre lesquelles. Et puis la deuxième chose qu'il a bien expliqué, ici c'est une représentation chez la souris. Donc ceci c'est la figuration de poils de souris. Il a montré à quel point les poils étaient également des structures extrêmement innervées. Ça veut dire que lorsqu'on exerce une caresse, on exerce une caresse souvent sur la peau poilue, et on va faire bouger les poils. Il faut comprendre que les poils vont jouer un rôle extrêmement important dans cette détection très sensible, très fine qu'est la caresse. Voilà. Premier point, une neuroanatomie qui a été extrêmement bien documentée. Deuxième point, c'est un travail publié, vous voyez, juste après celui-ci est publié en 2013. Celui que je vous présente là est publié en 2014. C'est un travail publié par un monsieur qui s'appelle Francis McGlone, qui travaille à Liverpool, et qui a dit, moi je vais proposer quelque chose. C'est une perspective, ce n'est pas vraiment une découverte scientifique, on va dire que c'est une structuration, une organisation, une mise en concept de données scientifiques pour proposer une perspective. Il dit, je vais vous expliquer pour moi comment s'organise le toucher affectueux. Le toucher, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, le toucher qui est associé à la caresse, le toucher qui fait du bien, qui rend les gens en forme, bien-être, agréable. Jusqu'à présent, on avait beaucoup de mal à identifier l'origine de cette sensation. Donc, il propose que ce soit une population particulière de ces petites fibres dont j'ai parlé tout à l'heure, les fibres C, qu'il appelle les fibres C tactiles, et que ce sont elles qui répondent à des stimuli de type caresse. Alors, on le suspectait, mais encore une fois, je vous dis, il construit une théorie tout autour de ce résultat. Il dit, ce ne sont pas des fibres mécaniques, elles ne provoquent pas de réponse motrice immédiate. C'est pas, j'appuie et je retire, vous voyez, elles n'entraînent pas de réponse motrice. Leur réponse est maximale à 32-34 degrés, c'est-à-dire à la température de la peau de la personne qui vous caresse. Là je mets sur ma, imaginez qu'on soit deux, un et deux, je mets sur ma peau la main de quelqu'un d'autre dont la température de la peau est autour de 30 degrés et je caresse. Elles sont reliées à une région particulière de la moelle épinière qui n'est pas la même que celle du toucher par le bout des doigts. Et elles projettent dans le cortex dans des zones qui sont associées aux émotions. Et enfin, certains patients qui sont dépourvus génétiquement de ces fibres ne ressentent pratiquement plus les caresses. Et donc ça, c'est le deuxième point très intéressant, c'est que ce que la psychologie avait supposé, la neurobiologie apporte un support anatomique et un support fonctionnel pour l'expliquer. Donc oui, il existe bien une réalité qui est le toucher affectif à travers ces fibres C tactiles. Et ce toucher affectif et les fibres C tactiles ouvrent aujourd'hui d'immenses champs de travaux, d'immenses perspectives de travaux, car beaucoup de points restent à compléter. Pourquoi les caresses sont si fondamentales pour le développement neurologique de l'enfant, psychique de l'enfant? Quels sont les mécanismes qui sont mis en jeu? Quels sont les médiateurs chimiques impliqués? On ne le sait pas très bien. Et puis pourquoi il peut y avoir même parfois des réactions contradictoires aux caresses? Par exemple, une caresse peut être très agréable, mais dans certaines situations, comme par exemple après une chirurgie, toucher la partie qui a été abîmée provoque une sensation extrêmement désagréable. Voire même, il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les caresse. Lorsqu'on les caresse, ils vont avoir une réaction violente de rejet. Pourtant, là, ça passe par les mêmes voies et par les mêmes centres nerveux. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile d'expliquer les mécanismes associés au fonctionnement de ces fibres, ces tactiles. Je voudrais souligner les travaux faits par une équipe de chercheurs à Marseille qui travaillent au laboratoire de neurosciences sensorielles et cognitives. Ça se trouve à la faculté Saint-Charles. Et cette équipe est la seule en France et une des très rares au monde. Il ne doit pas y avoir plus d'une 10 ou 15 équipes au monde qui arrivent à faire ce qu'ils font, sont capables d'enregistrer chez l'homme vigile, éveillé, l'activité de ces fibres nerveuses et en particulier des fibres tactiles. Et je voudrais souligner les travaux de quelqu'un qui les a rejoints récemment, qui s'appelle Rochelle Ackerley, qui intervient beaucoup dans cette émission qui a été faite sur Arte récemment, que vous pouvez revoir sur arte.tv, qui s'appelle Pouvoir des caresses.
et qui développe bien ce que je viens de vous expliquer, à quel point les caresses sont importantes dans le développement psychique d'un enfant et à quel point on a fait des progrès dans la découverte de la base neuroanatomique et neurobiologique de l'importance de ces caresses avec ces fibres et ces tactiles. Allez voir ce reportage, il est passionnant, il m'a beaucoup, beaucoup plu. Alors, je vais changer de domaine. Première découverte, la neuroanatomie. Deuxième découverte, les fibres tactiles et la base du toucher affectif. Troisième découverte, la découverte du premier récepteur cutané de la douleur. Alors, les chercheurs, vous voyez que c'est un peu antérieur, hein, on est un petit peu avant les années 2000. Là. Les chercheurs, un petit peu avant les années 2000, se disaient quel est le récepteur à la surface de ma peau qui est capable de sentir le chaud douloureux et de me dire attention, c'est chaud, et ça fait mal. Et ce chercheur qui a proposé une solution et qui a publié dans Nature, c'était l'équipe de David Julius qui travaille toujours d'ailleurs à San Francisco et qui a eu l'idée de dire écoutez, il existe un élément qui est la capsaïcine, le composé du piment, du piment qui pique, hein, et qui, lorsqu'on l'absorbe, provoque une sensation de brûlure. Donc moi, je vais faire des études dans lesquelles je vais chercher quel est le récepteur du piment, parce que je considère que le récepteur du piment provoque la même sensation que le récepteur au chaud. Et donc, si j'identifie le récepteur au chaud, je pense que j'aurais trouvé le récepteur, pardon, si j'identifie le récepteur au piment, je pense que j'aurais trouvé le récepteur au chaud. Et c'est ce qu'il a fait, et ça a marché. Et il a mis en évidence le premier élément d'une famille de récepteurs qui vont coder pour toute la sensation de la température. Alors, les voilà, ces récepteurs, ils sont là. Hein. Vous voyez, le premier, c'est celui-là, hein, celui qui ressent la capsaïcine du piment. Ensuite, on en a trouvé d'autres, peu importe les noms, ça c'est une histoire de spécialiste. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces récepteurs qui sont là à la surface de votre peau et qui permettent de percevoir une température chaude et d'envoyer une information nerveuse, ces récepteurs sont aussi capables pour certains de détecter non pas une température chaude, mais une température tiède, ou une température fraîche, ou une température froide douloureuse. Et ce qui a été extraordinaire pour nous, c'est de constater que ces récepteurs sont activés par des substances naturelles qui sont utilisées depuis très très longtemps dans la médecine traditionnelle. Regardez là, il y a la moutarde, dont je vous parlais tout à l'heure en vous parlant des massages pratiqués dans les techniques indiennes. Les gens enduisent la peau de moutarde, c'est-à-dire cherchent à stimuler ces récepteurs cutanés pour augmenter l'efficacité des informations que l'on envoie au niveau du cerveau. Regardez ces molécules, la menthe par exemple, ou l'eucalyptol, sont aujourd'hui très utilisées dans des pratiques de naturopathie, l'utilisation d'huile essentielle. Et il faut être persuadé que lorsque vous les appliquez sur la peau ou sur une muqueuse, vous allez effectivement stimuler des récepteurs et envoyer des informations jusqu'à votre cerveau. Ça aussi, c'est un point passionnant, un point de lien à nouveau entre le côté traditionnel des connaissances et le côté actuel. Troisième recherche que je vais vous présenter, celle-là c'était pour les récepteurs de la température, c'est la détection du premier récepteur à la pression, le récepteur de la sensibilité mécanique. Là encore, l'histoire est sympa parce que c'est un chercheur qui aujourd'hui travaille à Marseille, qui s'appelle Bertrand Coste, qui était en stage postdoctoral en Californie, mais à San Diego, et qui a découvert ces premiers récepteurs de la sensibilité mécanique. Il les a appelés les récepteurs piézo. Et vous voyez ici, avec une petite électrode, il vient appuyer sur certains neurones pour provoquer une stimulation mécanique. Et il démontre que, suite à cette stimulation mécanique, le récepteur s'active et envoie un influx nerveux. On sait depuis que ces récepteurs piézo sont à la base du toucher que l'on a au niveau des mains, du toucher que l'on appelle haptique, celui de la dextérité, de la manipulation des objets, mais absolument pas à l'origine de la douleur mécanique. Regardez, je vais prendre un ciseau là et me piquer. Quand je me fais mal, là, ce n'est pas ce récepteur-là qui fonctionne. On ne le connaît toujours pas. Alors, si je fais un petit résumé, je suis parti d'un schéma qui était à peu près celui-là, dans lequel je vous disais, il existe des terminaisons nerveuses dans la peau et des récepteurs qui sont décrits anatomiquement, mais on ne sait pas comment ils fonctionnent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous ai montré que grâce à la découverte des récepteurs, on sait maintenant qu'il existe des sous-catégories de fibres, un très grand nombre, qui chacune vont être impliquées dans une modalité sensorielle. Par exemple, ces fibres que j'ai appelées C1, qui vont avoir le récepteur du piment, récepteur à la capsaïcine, vont coder pour la sensation de douleur au chaud et également répondre à l'acidité. Celles qui vont avoir un récepteur qu'on appelle TRPV3 vont répondre, TRPM8, pardon, vont répondre au froid, etc. Et regardez ici, je vais essayer de vous mettre toutes les modalités sensorielles et vous montrer qu'on commence à bien connaître maintenant chacune des fibres qui sont associées à cette sensibilité. Presque toutes, mais pas toutes. Regardez, il y a des domaines qui sont encore complètement incompris et des domaines extrêmement importants, par exemple celui-là. On ne sait toujours pas quelle est l'origine, quel est le récepteur qui va enclencher une douleur mécanique. La douleur mécanique, mais c'est énorme. La douleur mécanique, c'est non seulement la douleur mécanique sur votre peau, mais c'est aussi la douleur mécanique interne au niveau de vos articulations, l'arthrose, les douleurs chroniques. Imaginez qu'on identifie ce récepteur, on aurait un moyen d'action antalgique totalement nouveau. Également, on ne connaît pas, je vous l'ai dit, le récepteur qui va être à l'origine de la stimulation des fibres cétactiles et du plaisir. Il existe une troisième équipe à Marseille qui travaille sur la caractérisation de toutes ces populations de fibres. C'est l'équipe d'Aziz Mokrich qui travaille à l'Institut de biologie du développement à Lumini à Marseille. Et Aziz, avec son équipe, a fait des travaux remarquables pour ces types de fibres, vous voyez, celles que l'on connaît mal, celles qui sont mal caractérisées, celles pour lesquelles on n'arrive pas bien à savoir à quel type de sensibilité elles sont associées. Et par exemple, l'équipe d'Aziz a montré que des fibres qui pouvaient apparemment être impliquées dans des sensations plutôt agréables, dans certaines situations de traumatisme chirurgical, devenaient des fibres au contraire qui amplifiaient la douleur. Ils font tout un travail remarquable pour décortiquer, décrypter les fonctions de ces sous-catégories de fibres et rendre compte des mécanismes de la sensibilité cutanée. Bravo, je les salue, ils font un travail remarquable. Si vous voulez un petit peu aller voir les sites internet de ces équipes, celle d'Aziz, celle de Rochelle Akerley, vous verrez, vous apprendrez beaucoup plus de choses que ce que je vous l'ai dit. Et vous serez en contact avec des jeunes chercheurs qui sont passionnés et qui sont extrêmement talentueux. Je les salue d'ailleurs parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent m'écouter. Mais ce n'est pas pour ça que je leur fais des compliments, c'est parce qu'ils sont bons, c'est tout. Alors, un petit bilan. Où est-ce que j'en suis? Comment est-ce que la peau parle au cerveau? Alors, je vous ai dit, voilà, la peau parle au cerveau de la manière suivante. Un stimulus vient agir sur un récepteur. Ce récepteur envoie un influx nerveux. Cet influx nerveux et ce récepteur ne sont pas les mêmes selon les modalités. L'information monte jusqu'à la moelle épinière, où elle est traitée déjà dans la moelle épinière, puis elle monte au niveau du cerveau. Ça va, vous avez compris? J'ai été un peu compliqué dans la description de la multiplicité des fibres, mais le principe reste assez simple. Ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est qu'il existe ceci, des descending pathways. C'est-à-dire que le cerveau, en réponse à ces stimulations, va à son tour agir et envoyer quelque chose sur la peau. Ça, c'est incroyable. En réponse à ces stimulations, le cerveau peut envoyer à son tour, dans ces mêmes fibres, des informations qui vont entraîner la libération de neuromédiateurs pour interagir avec la peau, avec les cellules de la peau ou avec les vaisseaux sanguins, et interagir avec les cellules de la peau et provoquer des réactions cutanées. Ce qui veut dire que non seulement la peau parle au cerveau, mais le cerveau parle à la peau. Vous allez me dire, mais attends, donne-moi un exemple simple. Je vous donne un exemple extrêmement simple. Vous avez une émotion forte, vous rencontrez quelqu'un qui vous fait un effet terrible, vous allez rougir, c'est ce qu'on appelle le flush. Pourquoi votre peau devient rouge? Pourquoi vous vous mettez à transpirer? À cause de ça. Ces médiateurs provoquent une vasodilatation. Pourquoi est-ce que vous transpirez? Parce qu'il y a d'autres médiateurs qui ne sont pas placés ici, qui provoquent la sécrétion des glandes sudoripares. Votre cerveau parle à votre peau. Tout le monde sait, tous les dermatologues savent que dans des situations de stress, des patients atteints de maladies dermatologiques chroniques comme le psoriasis vont faire des poussées de psau. Le cerveau parle à leur peau.
et peut même dérégler leur système immunitaire. C'est un phénomène hallucinant, c'est fantastique comme mécanisme. Voilà, j'ai fini, j'espère vous avoir entraîné avec certain enthousiasme dans cette neurobiologie tactile. Retenez 3 choses, c'est qu'il n'existe pas le toucher, mais 3 types de toucher. Le toucher haptique, celui de la dextérité, de la manipulation des objets, avec un récepteur qui est connu maintenant, qui est piezo. Je ne vous l'ai pas dit du tout, mais il est aussi important parce que ces récepteurs sont présents dans la plante du pied pour l'équilibre, la posture. Il y a d'autres équipes à Marseille, je ne les ai pas mentionnées, qui travaillent sur ce sujet. Deuxième type de toucher, le toucher affectif, avec ses fibres tactiles, à la base du plaisir, de la caresse, indispensable au développement psychique de l'enfant et à l'équilibre social, mais qui peuvent aussi intervenir dans des réactions de rejet et de défense. Et enfin, le toucher douloureux, dont les récepteurs sont toujours inconnus. La douleur, je vous rappelle, est quand même importante pour préserver votre intégrité, mais dans des situations chroniques de douleur inflammatoire, ça devient quelque chose de pathologique qu'il faut bien sûr traiter, essayer de supprimer. Voilà, retenez ça, je pense que vous connaissez maintenant beaucoup mieux le toucher avec ce que je vous ai dit. Toucher haptique, toucher affectif, toucher douloureux, des mécanismes totalement différents. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir malgré les progrès de ces 20 dernières années. Allez, il me reste 4 ou 5 diapos, à peu près 10 petites minutes, pour vous parler des maladies du toucher. Là, je n'ai qu'une diapo pour vous dire, oui, il existe des maladies du toucher. Il existe des situations dans lesquelles il va y avoir une réduction de la sensibilité tactile, en particulier pendant le vieillissement. Si vous avez une altération des fibres nerveuses, quand est-ce qu'on a une altération des fibres nerveuses? Par exemple, après un accident de la route, on peut avoir des fibres sur le trajet des fibres sensorielles qui sont abîmées. Souvent, c'est la conséquence d'autres pathologies. On sait, par exemple, que le diabète va provoquer une altération des terminaisons nerveuses de la peau. Il y a des situations, au contraire, d'allodynie dans lesquelles vous avez des douleurs permanentes. C'est souvent le cas après des inflammations chroniques, après une blessure, mais aussi après certaines piqûres d'insectes ou même l'ingestion de toxines. Vous savez, ces ciguatoxines qui sont présentes dans les poissons tropicaux vont provoquer des phénomènes d'allodynie, en particulier d'allodynie au froid. Vous allez placer vos mains sous une eau qui n'est pas glacée et vous allez ressentir des douleurs très désagréables. Et on ne sait pas le soigner. L'astérognosie, ce sont plutôt des troubles au niveau cérébral, la difficulté à reconnaître un objet, souvent associé à des AVC, Alzheimer, au vieillissement. Des paresthésies qui sont des fourmillements, des picotements, qui sont souvent dus à des compressions nerveuses, le fameux syndrome du canal carpien. C'est souvent aussi la conséquence de traitements anticancéreux qui provoquent des douleurs cutanées importantes. Et puis, il peut y avoir des troubles de la posture. Alors là, c'est lié souvent à une usure, à un méfonctionnement, un mauvais fonctionnement des récepteurs cutanés de l'équilibre, qui sont souvent sur la plante des pieds et qui sont conséquences du diabète et du vieillissement. Et vous voyez que ça marche moins bien parce que vous n'arrivez plus à rester en équilibre quand vous fermez vos yeux. Alors évidemment, le traitement de toutes ces pathologies, c'est un peu ce qu'on va voir, mais vous voyez que souvent, ce sont des choses qui accompagnent d'autres pathologies et on va déjà être dans ce que je vais appeler la thérapie complémentaire, c'est-à-dire qu'au sein d'une maladie assez embêtante, un diabète, Alzheimer, un AVC, vous allez essayer d'adopter des attitudes, de prendre des habitudes de soins pour essayer de compenser ces troubles de toucher qui sont concomitants avec la maladie principale. Alors, soigner par le toucher, je vais vous parler d'une seule chose pour terminer, c'est du massage thérapeutique. Le massage thérapeutique, c'est un massage assez puissant, à la limite de la douleur, et qui insiste sur certains points de pression. La technique du shiatsu fait beaucoup ça, dans lequel ce sont des massages avec des pressions sur des points qui sont connus par les praticiens, des points bien précis. C'est ce qu'on appelle une thérapie complémentaire. Ce que je veux vous dire, c'est que ce massage thérapeutique aujourd'hui est une thérapie complémentaire qui marche et qui est validée par énormément d'institutions médicales occidentales. Il y a même des revues qui sont consacrées à ça. Regardez ici, c'est un service de médecine intégrative dans un établissement très sérieux qui est la Mayo Clinic à Rochester, qui fait le bilan de 10 ans de massage thérapeutique dans des pathologies graves et qui constate des améliorations importantes de l'état des patients, la vitesse de récupération, la diminution des antalgiques.
et dans des pathologies comme des douleurs chroniques, l'anxiété et la tension, il faut le prendre au sens du stress. Il existe aussi quelqu'un qui a beaucoup mis en avant l'intérêt du massage thérapeutique comme thérapie complémentaire, c'est Tiffany Field, qui a écrit ce livre qui maintenant est traduit en français et que je vous conseille de lire. Thérapie qu'elle a appliquée elle-même chez des enfants et même chez des nouveau-nés et même chez des prématurés. Vous voyez ici Tiffany Field en train de masser un prématuré. Et c'est absolument impressionnant de voir les résultats qu'elle obtient. Le massage chez les prématurés augmente le poids, diminue l'agitation, diminue les pleurs, stabilise la température, stabilise la respiration. Ne me demandez pas forcément comment ça marche, mais objectivement, là, on a un retour sur expérience qui maintenant est très, très bien documenté. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. De même, au niveau des douleurs chroniques, vous voyez que là, je parle de douleurs liées au cancer et je parle de méta-analyse sur le rôle du massage thérapeutique dans des institutions là aussi très sérieuses, publiées dans des revues scientifiques importantes. Oui, ça a un effet, ça aide les patients dans leurs douleurs quotidiennes. Vous voyez ici également un compte-rendu des effets bénéfiques dans le cadre d'une chirurgie colorectale. On n'est pas là non plus dans quelque chose où on est dans la recherche du bien-être, on est vraiment dans la thérapie, c'est une situation grave et on observe là aussi des récupérations plus rapides et des réductions des quantités dentalgiques que l'on donne. Et enfin, je voudrais souligner le fait que chez l'adolescent, il y a eu beaucoup d'études pour montrer que, un peu de manière concomitante avec la méditation sur laquelle Serge vous a peut-être introduit, et dont Serge vous a peut-être parlé, le massage peut réduire l'anxiété chez les adolescents et on observe des modifications des tracés des électroencéphalogrammes, réduction du cortisol, qui est cette hormone, ce neuromédiateur qui est associé au stress, et l'augmentation de la libération de sérotonine et de dopamine. Voilà, les modes d'action du massage thérapeutique, c'est à la fois des actions neurologiques, ça facilite la vasodilatation, ça permet la libération de sérotonine et d'ocytocine, ça active le système du bien-être, ça réduit les médiateurs de la douleur, ça réduit le cortisol. Bien sûr, on le sait aussi, ça a des effets articulaires et musculaires, ça facilite le drainage lymphatique, ça apporte des médiateurs anti-inflammatoires. C'est la raison pour laquelle on fait aussi des massages dans des situations de douleur musculaire. Et ce qui est intéressant, ça a aussi un effet viscéral avec la libération de médiateurs qui contrôlent la motricité viscérale. Ça peut agir sur le système sympathique et faciliter le transit intestinal. Donc, vous voyez un large spectre d'effets associés au massage thérapeutique. Voilà, j'ai terminé. Donc, ma conclusion, c'est que le toucher est un sens extraordinaire, avec des fonctions multiples. Il va vous permettre la manipulation, la reconnaissance, la dextérité des objets, la dextérité dans la manipulation des objets. Il va vous permettre une posture et un équilibre qui se maintient. Il va vous permettre le plaisir, le bien-être. Il est essentiel dans la mise en place d'un équilibre dans vos relations sociales. Il maintient votre intégrité par la nociception qui vous avertit qu'il y a quelque chose de douloureux et qui est désagréable et qu'il faut s'en méfier. C'est pourtant le sens auquel on accorde moins d'attention. Le déficit tactile est très mal évalué aujourd'hui. Vous ne savez pas, même moi, à mon âge, je suis incapable de vous dire à quel point j'ai perdu de la sensibilité tactile, à part que je me rends compte tous les jours que je suis de moins en moins habile à manipuler des objets. Et puis, on compense tellement par la vision, on ne se rend pas compte de ce déficit tactile. On ne l'entretient pas. Ah, vous allez me dire, mais comment on fait pour l'entretenir? On va en discuter. L'entretien est négligé, les rééducations sont souvent imprécises, alors qu'il y a de plus en plus de masseurs, kinésithérapeutes, qui veulent s'investir dans le massage thérapeutique. C'est un sens qui peut nous aider à soigner des pathologies graves. C'est ce qu'on appelle une thérapie complémentaire dans les douleurs chroniques, les suites chirurgicales, les cancers, les états d'anxiété, les dépressions. Et c'est un traitement qui est important pour faciliter le développement des enfants prématurés. Bon, je pense qu'avec tout ça, il doit y avoir 1 millier de questions, donc je vais arrêter de partager mon diaporama et me tourner vers vous. Merci beaucoup. Donc, merci, merci beaucoup, Marcel.
parce que tu as fait le lien entre le toucher et les thérapies possibles. Donc, je vais essayer de prendre les questions dans l'ordre. Tu m'entends, hein? Il n'y a pas de souci, tu Oui, m'entends bien. je Voilà, t'entends. donc d'abord, une question un peu culturelle, c'est-à-dire, bon, tu nous as parlé de médecine traditionnelle chinoise, hindoue, amérindien, etc. Donc, il y a un lien avec la culture. Est-ce qu'il y a un lien avec certaines religions, par exemple, qui pourraient soit favoriser, soit éviter ce genre de médecine traditionnelle, disons par le toucher? Est-ce que c'est lié également à la religion, peut-être juive, musulmane ou autre, peu importe? Alors, je vois deux aspects dans la question. Le premier, c'est qu'il faut bien comprendre que la pratique du massage dans les médecines traditionnelles asiatiques est un élément d'un tout. Ce tout, c'est en général ce qu'on appelle l'approche ayurvédique, par exemple en Inde, qui vise à proposer tout un ensemble de règles de vie, dont le massage, pour s'équilibrer et rester en bonne santé. C'est également le cas dans la médecine traditionnelle chinoise, hein, où les médecins ont tendance, lorsque vous venez les voir pour quelque chose de précis, à vous proposer un traitement qui est beaucoup plus général. Il y a un autre aspect dans ta question. Donc, attention, là, ce que je veux dire, c'est que ces pratiques sont souvent associées à des pratiques qui ne sont pas des religions, mais qui sont des philosophies de vie. Par exemple, le shiatsu est souvent rattaché au taoïsme. Vous voyez, ça dépasse le cadre de la médecine. Il y a un autre aspect qui est important, c'est qu'effectivement, au XXe siècle, on va dire milieu du XIXe et XXe siècle, la notion de caresse, de plaisir, de toucher affectif n'était pas quelque chose qui était forcément reconnu comme étant salutaire. Et donc, il y avait toujours une dimension un peu de quelque chose qui n'était pas correct, quoi, dont il fallait se méfier. Cette relation sociale trop embrassée, avec trop de contacts, n'était pas forcément ce que l'on mettait en avant. Et là, il peut y avoir une dimension religieuse dans laquelle on essaye d'exclure de notre fonctionnement, de nos habitudes sociales, ce toucher affectueux. J'ai répondu à ta question? Oui, oui. Euh, une autre question sur sur l'aspect facial, c'est-à-dire la réflexologie, tu en as parlé, mais la faciale aussi est possible. Donc, tu peux en dire un mot? Alors, c'est toujours un petit peu le même principe, hein, que ce soit de la réflexologie faciale, des points de pression au niveau des oreilles. L'idée est toujours la même, c'est que vous allez, en appuyant sur certains points de pression, créer un influx nerveux qui va cheminer à côté de fibres nerveuses qui viennent d'autres organes. Et là, il y a un mécanisme qu'on appelle le réflexe d'Axone qui fait que quand une fibre nerveuse agit, elle peut un petit peu stimuler la fibre d'à côté. Et si ces fibres aboutissent ensuite au même centre nerveux, il peut y avoir des réactions conjointes parce que le même centre nerveux est mis en jeu. Il peut y avoir aussi des réactions en retour, vous savez, ces fameuses descending pathways, c'est-à-dire ces réactions en retour que je vous ai montrées, qui partent du cerveau et qui vont vers la périphérie. Il peut y avoir des réactions du cerveau qui touchent non seulement la partie que vous avez stimulée, mais également d'autres parties du corps. Mais attention, je reste dans des hypothèses, j'essaye de vous montrer qu'il peut y avoir une base rationnelle, mais il n'y a pas énormément d'études scientifiques comparables à celles menées sur l'acupuncture dans ces domaines. Une autre question sur les neurones sensoriels, est-ce qu'ils sont dans tous les animaux et qu'est-ce qu'il en est pour les végétaux? Alors, dans toutes les sociétés de primates, on retrouve ces comportements. Bien sûr, on va avoir tendance à regarder les sociétés de primates les plus proches des nôtres, celles des singes. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées dans lesquelles on se rend compte que les singes se caressent le dos, voire s'épouillent le dos, qu'il y a des contacts très importants au niveau des parties poilues, hein, le bras, le dos, entre ces animaux, qu'il y a des contacts très importants entre les parents et les bébés chez les singes. Et je pense que dans toutes les sociétés de mammifères dans lesquelles il y a une hiérarchie qui s'installe, les contacts de peau à peau sont importants et interviennent. Non, mais la question était, Après, chez les plantes, oui, chez les plantes, il y a de la mécanosensibilité. Cette oui. mécanosensibilité fait que lorsque vous allez toucher une feuille, elle peut se rétracter. Mais il n'y a pas de centre nerveux. La réaction reste locale. Je vais agir sur un récepteur cellulaire qui va entraîner une réaction immédiate de la cellule touchée et des cellules à côté qui vont faire que la feuille va se fermer. Mais il n'y a pas de communication
il n'y a pas de transmission vers d'autres centres intégrateurs qui vont contrôler ça pour la totalité de la plante. Quand vous stimulez une feuille, la branche d'à côté, elle ne change pas. Et que tu as parlé des fibres C. La question est, sont-elles grosses, fines, myélinisées ou pas? Alors, ces fibres C, ce sont des fibres très fines qui conduisent l'information à une vitesse à peu près 50 fois plus lente que les fibres myélinisées rapides qui vont vous avertir d'une situation dangereuse. Donc, ce sont des fibres fines à conduction lente, non myélinisées. On dit que lorsque il y a un phénomène de toucher, il peut y avoir deux types de messages qui sont transmis. Des messages rapides à travers les fibres A-bêta, myélinisées, qui vont surtout dans le cortex somatosensoriel. Et on les caractérise souvent parce qu'elles entraînent une réponse motrice. Vous voyez, là, pour tenir ce stylo, je suis obligé d'avoir une réponse motrice, d'activer les muscles de mon doigt. Et puis, il y a une réponse beaucoup plus lente qui est à travers ces fibres C et qui va plutôt dans des régions du cerveau associées aux émotions comme le cortex cingulaire ou le système limbique. Et donc, ça veut dire, par exemple, quand on fait, si on pratique une épilation, alors ça va changer notre sens du toucher. Alors, intéressant. Bon, moi, j'ai toujours des... Et là, je ne l'ai pas fait, mais j'ai toujours des remarques assez incroyables pour vous dire, regardez à quel point la nature vous a doté d'un système nerveux sophistiqué à la base des poils. Et je ne comprends pas pourquoi ces poils, ils ont été installés dans des endroits où il est intéressant qu'ils soient, parce que les caresses sont agréables. Pourquoi est-ce qu'on s'épile? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Je vous avoue que pour moi, c'est une aberration, l'épilation. Ouais. En plus, il y a un truc intéressant, c'est qu'il n'y a pas de mot différent pour dire cheveux et poils en anglais. On dit hairy. La peau poilue, c'est hairy skin. Et ça veut dire que en anglais, le poil, il n'est pas plus sale, malsain, désagréable que le cheveu. Hein. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Je crois que il y a matière à réflexion. Enfin, moi, je ne m'épile pas. Oui, je me rase, remarquez. Hein. Serge, toi, tu n'es pas rasé. Moi, c'est vrai que je me rase. Non, mais c'est parce que c'est la retraite, c'est pour ça. Ouais. Alors, une question intéressante sur le rapport entre caresse et douleur, c'est-à-dire que ce qui peut être caresse d'une personne qu'on aime devient une agression quand on a affaire à un prédateur, Ouais, dont on parle beaucoup en ce moment. absolument. Donc comment expliquer ça, quoi? Comment, pas facile. Alors, ce qui est sûr, c'est que là, on ne considère pas que le récepteur, le messager et l'arrivée dans le cerveau est différente. On considère que le même récepteur va agir, qu'il va envoyer le même message, qui va arriver dans la même région du cerveau. Et après, on ne sait pas trop, mais ce que je peux supposer, c'est qu'il y a une antériorité. Par avance, vous savez si la personne qui est en face de vous, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Et si vous ne l'aimez pas, votre cerveau modifie la réponse en retour qui vient de votre cerveau. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que parfois, il faut très très peu de temps pour identifier que la personne en face de vous est agressive. C'est-à-dire que quelqu'un s'approche de vous, vous ne le connaissez pas, donc vous n'avez pas d'a priori. Il va vous toucher, mais il va vous toucher d'une manière agressive. Très très vite, vous le détectez. Et vous n'avez pas à ce moment-là envie qu'il vous touche et qu'il vous caresse. C'est un blocage. Ça reste un peu mystérieux. Mais c'est vrai, ça fonctionne. Et une question aussi sur les neuromédiateurs des fibres C. On les connaît? Les neuromédiateurs des fibres C, peut-être. Moi, je ne les connais pas trop bien. Je vois bien où c'est qu'ils arrivent au niveau de la moelle épinière. Je vois bien où c'est qu'ils arrivent au niveau du cerveau. C'est-à-dire, c'est dans la partie ascendante. Hein. Non, je n'ai pas relu, en fait. Donc, je pense que, bien sûr, on sait des choses, mais pas moi. Donc, je suis désolé. Je suis un peu coincé, là. Et sur les Pourtant, c'est récepteurs. une bonne question. Hein. Oui. Et tu ne le sais pas, toi, Et Serge, moi, je d'ailleurs? devrais être capable de répondre. Oui. Ouais. C'est ça qui m'inquiète. Bravo à celui qui a Euh, posé la question. Hein. Aziz, il n'est pas là? Il est là, Aziz, non? Donc, une autre question sur les récepteurs piezo. Est-ce qu'ils sont différents des corpuscules de Pacini? Tu sais, tu nous as parlé des corpuscules de Merkel, de Ouais, Pacini. ouais, Est-ce que ouais. les récepteurs piezo sont différents ou pas? Alors, actuellement, on a bien identifié ces petits récepteurs piezo à l'intérieur de structures anatomiques qui sont les celles de Merkel.
Pour ce qui est Ruffini et Pacini, c'est moins clair. C'est moins clair. Ce qui est sûr, c'est que en absence de récepteur piezo, vraiment le toucher haptique, ben, vraiment, il reste pratiquement rien, quoi, hein. Vous savez, les récepteurs de Pacini, ce sont les plus sensibles. Ce sont des récepteurs particuliers. On dit qu'ils marchent au début de la stimulation, à la fin de la stimulation. Mais lorsque la stimulation est un peu vibratoire, je vais vous faire une stimulation vibratoire, regardez. Voilà, j'ai soufflé sur la paume de ma main. Mon souffle, il n'est pas régulier. C'est donc une stimulation vibratoire. Et bien, cette stimulation vibratoire stimule les récepteurs de Pacini. C'est une stimulation mécanique extrêmement sensible. Ce sont les récepteurs les plus sensibles qui soient. Incroyable. Alors, ils sont compliqués. Il y a la fibre nerveuse, il y a une capsule autour. Je crois qu'il y a des recherches encore sur comment cet ensemble fonctionne. Et je crois qu'on ne le sait pas de manière très correcte. Moi, là, j'ai lu des choses et ça m'a pas. Je n'ai pas trouvé que c'était des explications très, très fouillées encore. Et donc, je ne sais pas s'il y a piezo au niveau des terminaisons nerveuses des récepteurs de Pacini. Je Et pense, hein, je pense que oui. il y a une question sur, alors j'ai pas bien compris la question, mais je te la lis telle quelle. Quel rapport donc entre gestion de la douleur et neurostimulateur type Actitens, TENS? D'accord. Alors, je ne connais pas Actitens, je suis désolé, mais je vais prendre la considération des neurostimulateurs. Parce que je sais que dans des situations de douleur chronique, au même type qu'on a fait des implantations de stimulateurs en permanence euh, pour, euh, pour la maladie Parkinson, on le fait aussi maintenant pour des douleurs chroniques. Donc, si vous voulez, l'idée dans une stimulation permanente, c'est d'agir sur des voies descendantes, c'est-à-dire de provoquer la libération au niveau du cerveau de médiateurs qui sont essentiellement des endorphines et qui vont limiter l'impact de la douleur. Donc, ces neurostimulations doivent augmenter l'intervention par des médiateurs de votre cerveau du contrôle de la douleur et l'atténuer. Une question intéressante, tu as parlé tout à l'heure de la personne qui rougit, du Oui. dialogue entre Oui. cerveau et peau. Donc il y a une question, à quoi ça sert en fin de compte? Quel est le but s'il y a une émotion forte, qu'on se met à rougir? Ça va servir à quoi, grosso modo, quoi? Est-ce que c'est intéresser la personne qui est en face, à captiver son attention? Comment l'évolution se sert de cela, Alors, quoi? c'est drôle, mais d'abord, il faut savoir que ce flush émotionnel, il y a des gens chez qui il est tellement fréquent et tellement intense qu'ils finissent par redouter un contact social. Donc, ça peut être un handicap. Et comme toute chose qui est salutaire, qui est bonne, elle peut devenir handicapante. Alors, pour répondre à des questions de manière un peu finaliste, bah, finalement, c'est un moyen de dialogue avec la personne qui est en face de toi, de manière à ce qu'on puisse lire sur ton visage le sentiment que l'interlocuteur provoque. C'est un peu finaliste ce que je dis, mais je ne vois pas d'autre explication, hein. C'est en gros pour avertir que tu es touché, que tu es ému. Mhm. Et une autre question aussi par rapport à la situation avec le Covid. Euh, Est-ce que les récepteurs du toucher ne seraient pas très costauds pour résister parce que on s'aperçoit qu'en ce qui concerne l'odorat ou bien le goût, on peut le perdre, mais pas la sensation du toucher. Ça, c'est intéressant. Oui, bien Pourquoi sûr. on Bon, le pourrait pas... Covid, vous savez, est lié à un virus. Ce virus a des localisations particulières. Euh, Quand même, la porte d'entrée du virus, c'est les voies aériennes, hein. Donc c'est la bouche et le nez. Les tests de PCR, on vous les fait dans le nez. Donc la quantité de virus qui est hébergée dans votre nez lorsque vous êtes positif au Covid est infiniment plus importante que la quantité de virus que vous avez dans vos mains. Donc il est logique de perdre l'odorat, d'avoir un effet du virus sur les terminaisons nerveuses lié à une charge virale importante. Et il est assez logique que ça n'aille pas dans les fibres nerveuses du toucher. Et une autre question, le blocage des émotions peut-il insensibiliser la peau? C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'agression, enfin, soit la caresse quand il s'agit d'amour, soit une agression quand il s'agit de prédateur. Ça rejoint un peu cette question-là. Le blocage des émotions peut-il insensibiliser la peau? J'ai l'impression que tu as répondu oui, quoi, tout à l'heure. Insensibiliser la peau. Enfin, c'est aller un peu loin, mais
déjà, il y a un Je recul. pense que quand le cerveau parle à la peau, le cerveau est capable de diminuer les sensations cutanées. Il y a des exemples dans lesquels les voies descendantes coupent, inhibent les informations montantes de la peau. Donc là, je parle de la douleur surtout, hein. Donc, on peut imaginer que quelqu'un qui est entraîné, quelqu'un qui veut atteindre cet objectif, va être capable de s'insensibiliser, d'avoir un seuil de sensibilité qui soit moins élevé que quelqu'un qui n'est pas entraîné. Donc oui, il peut y avoir des baisses de sensibilité cutanée et je pense que ça vient des informations descendantes au niveau du cerveau et que ça nécessite un travail sur soi, vous voyez. Est-ce que dans le spectre autistique, est-ce qu'on voit des hypersensibilités tactiles dans certains troubles des autistes? Est-ce qu'on voit ça? Alors, bon, il y a un lien qu'on fait tout de suite, qui est souvent un enfant autiste n'a pas envie d'être touché, il n'apprécie pas ce toucher affectif. Mais attention, hein, le spectre autistique est tellement vaste, que c'est, je pense, dangereux de faire une réponse unique. Je pense que chaque enfant autiste a une histoire. Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas être touché? Est-ce que ça a été le cas dès sa C'est vrai. naissance? Est-ce que c'est... Bon, il n'empêche qu'on est dans une situation où clairement, il y a un dérèglement qui fait que le côté agréable du toucher est gommé et que le côté, on va dire, refus, le côté désagréable est maximalisé, ce qui est une modification du fonctionnement du système. J'ai essayé de faire comprendre tout à l'heure que le système était équilibré, qu'il avait à travers la même fibre un côté plaisir ou un côté rejet. On ne peut que constater que chez un enfant autiste, le rejet est souvent prédominant, absolument. Oui, c'est clair. Sans qu'on en connaisse l'origine, hein. Peut-être que c'est euh, une circuiterie qui est endommagée, hein. Ce n'est pas forcément psychologique, hein. Ça peut être ça, hein. On peut Oui, l'envisager. On peut personnellement, j'ai envisager eu que dès la naissance, certains enfants aient une circuiterie qui soit inadaptée et qui les entraîne à ça. ouais. Absolument. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu affaire à un autiste et n'était pas du tout facile de le prendre par le cou, de l'embrasser, Ah d'avoir oui, un contact tactile et tout. C'était un refus. oui. C'était Mais même perçu déconseillé, hein, même comme une dangereux. agression. Oui. Et aussi une question intéressante, oui, par rapport à disons, à la réalité augmentée. Est-ce que le fait qu'on puisse connaître maintenant de mieux en mieux les différents types de fibres, est-ce que ça va pas y en avoir une influence dans le futur pour tout ce qui est réalité augmentée? Est-ce qu'on va pas, avec le réalité augmentée par rapport au toucher, quoi, est-ce qu'on va pas dans un futur un peu étrange, non? Écoutez, vous le voyez là, c'est l'écran de mon smartphone. C'est une invention extraordinaire. Le toucher a été remis à la mode par l'invention du smartphone. C'est sûr que vous servez constamment maintenant de votre doigt pour faire des choses qu'on ne faisait pas il y a une vingtaine d'années. J'ai travaillé avec des équipes de physiciens et de roboticiens à, à essayer d'imaginer l'importance qu'aurait la présence d'écrans tactiles à relief, c'est-à-dire d'écrans tactiles structurés dans lesquels l'écran serait non seulement sensible, mais aurait une texture qui est différente. Et c'est peut-être ça que tu appelles la réalité augmentée. Je suis sûr qu'on va y arriver. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir un écran lisse et quand vous allez arriver sur un icône, l'icône, ce sera du scotch, quoi. Vous ne pourrez pas le louper, quoi. Vous voyez, dans les, Ouais. dans les jeux ou dans les applications, on peut tout à fait imaginer que dans le futur, on ait des écrans dans lesquels on utilise la capacité discriminante du doigt à sentir des textures et des reliefs différents pour augmenter la sensibilité des écrans. Oui. Mhm. Et quelqu'un qui demande pourquoi, pouvez-vous expliquer pourquoi je ressens de temps en temps une douleur de brûlure sur mon bras au niveau d'une très vieille brûlure, que ça persiste, quoi. Oui, ça fait partie des situations pathologiques que j'ai décrites. On observe des anomalies de la sensibilité dans des zones qui ont été blessées. Ouais. Euh, alors, c'est une réalité. Peut-être qu'autour de vous, les gens vous disent oh non, mais tu l'imagines. Non, non, c'est décrit.
La cause, il y a des gens qui disent qu'elle est inflammatoire, hein, que vous avez des facteurs au niveau de la peau, au niveau de la cicatrice, s'il reste une trace, si la peau n'est pas tout à fait comme avant, il y a à l'intérieur des agents inflammatoires qui modifient la sensibilité des récepteurs et qui déplacent la sensibilité des récepteurs vers des seuils qui sont beaucoup plus bas et qui font que vous allez ressentir quelque chose. Ça, c'est une réalité. Regardez, lorsque je me coupe, le lendemain, si je viens toucher la partie où je me suis coupé, même si je touche très lentement, j'ai mal. Donc c'est bien l'idée que la coupure où il y a une réaction inflammatoire crée une situation dans laquelle la sensibilité à la douleur est devenue beaucoup plus importante. Donc sur une vieille blessure, il peut y avoir des phénomènes comme ça qui persistent. Moi, j'ai une question, c'est sur l'entrée des médecines traditionnelles à l'hôpital, Oui, qui mettent toujours un super. certain temps. Il y a bien sûr un bienfait, mais c'est très tardif quand même, non? C'est récent, que l'acupuncture, de médecine chinoise, par exemple. J'ai vu qu'une médecine chinoise était entrée en seulement en 2011 à la Salpêtrière. Euh, Oui. Écoutez, ça a du mal. c'est un débat, hein. Toute situation entraîne comment dire, des coûts au niveau du coût de la santé. Donc, il y a toujours un débat sur faut-il le mettre en place, faut-il recruter des gens pour, etc. Mais il y a des gens qui en sont convaincus, et à Marseille, comme à Paris, au niveau de la PHP, au niveau de la PHM, il y a des gens qui travaillent à ça et qui mettent aujourd'hui en place des thérapies complémentaires basées sur le toucher. Il y a, je crois, le cas le plus avancé à Marseille est à l'hôpital européen. Je l'ai dit, il y a beaucoup de masseurs, kinésithérapeutes, et je voudrais les saluer s'ils sont encore là ce soir, certains, qui s'intéressent à ça et qui disent, bon, en plus de la kinésithérapie au sens rééducation musculaire, on est très intéressé par ces stimulations sensorielles et par le fait de pratiquer du massage thérapeutique. Donc, je crois que si je suis arrivé à vous convaincre que ça peut être une aide, une amélioration pour vous, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet où est-ce que vous pouvez bénéficier de ce massage thérapeutique. Et vous allez le trouver plus dans médecine complémentaire que dans médecine intégrative. Médecine intégrative, il y a des machins un peu bizarres hein, qui se rattachent à ce terme-là. Moi, je suis resté vraiment sur une pratique qui était bien définie, qui est l'acupuncture et le massage thérapeutique. Je ne vous ai pas parlé d'autre chose, mais pourtant, on peut voir des choses très étonnantes. Et plusieurs questions sur le prurite. Pourquoi se gratter pour soulager des fourmillements, pour frotter une piqûre? Donc, qu'est-ce qu'on active quand D'accord. on Donc, c'est une vraie sensation, le prurite. Hein. C'est un vrai sens. Hein. C'est un vrai mécanisme. C'est-à-dire que ça part du cerveau, ça part de la peau, il y a un récepteur, ça monte au cerveau, ça enclenche une réaction motrice, vous vous grattez. Alors, pourquoi vous vous grattez? La première chose, c'est pour faire partir l'élément qui a provoqué la piqûre. Vous essayez de faire partir les spicules de l'ortie, les spicules de la méduse, l'insecte qui vous a piqué. Voilà. Donc, il y a d'abord une réaction d'évitement. Et ensuite, en vous grattant, vous allez stimuler d'autres types de fibres nerveuses, les fibres qu'on appelle les fibres A-bêta, les fibres classiques du toucher. Il peut y avoir des petites interactions entre les deux. Ce mécanisme de grattage peut arriver à faciliter la libération de molécules qui sont calmantes. Maintenant, attention, au-delà de cet effet, le grattage systématique est dangereux. Et les dermatologues sont parfois effarés de voir les conséquences d'un grattage systématique parce qu'il va entraîner une lésion de la surface de la peau qui va s'infecter puisque la barrière cutanée va être abîmée. Et à ce moment-là, vous rentrez dans un processus qui est extrêmement néfaste. Hein. Donc, le prurite doit être considéré comme une réaction d'évitement au même titre que vous enlevez votre main quand vous vous brûlez, mais pas comme quelque chose de systématique qui est bien fait. Est-ce qu'on a établi un rapport entre toucher et maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties? Moi, Alors oui, un rapport, non, mais en tous les cas, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une perte des facultés cognitives et il va y avoir en parallèle une perte des facultés haptiques, hein, des facilités, des capacités à manipuler les objets, de la marche, de l'équilibre. À la fois, les informations ascendantes sont mal traitées par le cerveau, si les zones du cerveau qui sont touchées sont
sont celles du cortex somatosensoriel, celui qui reçoit les informations sur la posture et l'équilibre. Et en même temps, les informations descendantes ne sont pas bonnes. Donc, ouais. Il existe des centres de rééducation dans lesquels, vous savez, c'est ça le challenge principal aujourd'hui pour Alzheimer, dans lesquels on essaie de faire du surentraînement des personnes en début de maladie pour que la maladie évolue le plus lentement et le plus tard possible. Il y a à peu près la même philosophie pour la récupération des AVC. Plus vous allez faire une stimulation sensorielle après un AVC, plus les boucles sensorimotrices qui permettent la récupération de la motricité vont fonctionner et la récupération sera accélérée. Alors, il y a un Naïma qui nous dit « Les sensations semblent moins intenses en se caressant soi-même, contrairement à une caresse reçue par quelqu'un d'autre. » Elle a bien raison, c'est très vrai. Oui. C'est très vrai. Alors écoutez, déjà, je vais vous raconter une petite histoire. Je m'amusais dans le métro, j'y vais plus dans le métro à Paris, je suis souvent à Paris, à regarder les comportements d'autocaresse qu'ont les gens en situation de stress. Vous voyez, autocaresse, le nombre de fois où vous touchez le visage. Bon, voilà, situation où vous n'êtes pas bien, vous avez toujours le même geste. Donc déjà, quand même, l'autocaresse, le fait de se toucher soi-même, une partie du corps pour se calmer, se rassurer, elle existe. Hein. On dit 60 à 70 fois par jour. Bon, après, lorsque vous allez vous caresser vous-même, vous savez par avance que c'est vous-même. Le petit film sur Arte, Le pouvoir des caresses, le raconte bien. Vous savez que c'est vous-même. Il n'y a pas de dimension de désir, de plaisir amplifié par un sentiment d'attachement. Oui, il faut bien reconnaître que l'attachement, quand c'est votre mère, quand c'est votre partenaire qui vient vous caresser, ça s'accompagne d'un sentiment d'attachement qui est établi, qui est fort. Mais il n'existe pas quand c'est vous-même qui vous caressez. Donc cet attachement établi amplifie considérablement le plaisir qu'on ressent dans votre cerveau. Absolument. Et il ne faut pas s'en priver, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est indispensable à tout âge. Surtout chez les personnes âgées. Je dis ça parce que bon, voilà, je rentre dans cette phase où il faut maintenir le contact. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Dans quel cursus les pratiques, donc ces pratiques traditionnelles, sont-elles enseignées dans le Les pratiques traditionnelles. Enfin, les pratiques, oui, de thérapie du Shiatsu, acupuncture, médecine traditionnelle chinoise. Enseignées dans quel... Alors, on trouve, pour l'acupuncture, on trouve des enseignements dans les facultés de médecine. Hein. Pour par exemple, le shiatsu, pour la réflexologie plantaire, il existe en fait des associations qui regroupent les praticiens en France et ces associations proposent des formations. C'est-à-dire que c'est rarement d'un individu à un autre. Ça passe quand même toujours par la société française vous voyez, qui regroupe les praticiens et il y a un enseignement qui est relativement bien structuré. Je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est savoir qui pratique ce type de thérapie autour de soi. Pas forcément parce que vous en avez besoin aujourd'hui, mais parce que vous en aurez besoin demain et qu'à ce moment-là, avoir déjà le contact, c'est très important. Connaître déjà la personne, avoir fait l'essai d'un ou deux masseurs ou quelqu'un qui va vous aider dans ces situations. Et hop, au moment de l'urgence, la personne est là. Est-ce que tu sais si pour ces thérapies du toucher, il y a une prise en charge financière ou bien c'est à la charge du patient? On est un peu dans la même situation que pour on est un peu dans la même situation pour les ostéopathes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des prises en charge par le mutuel, pas par la CPAM, hein, à raison d'un certain nombre de séances par an, 2-3 séances par an. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que il faut aussi savoir si c'est l'équilibre d'un déséquilibre passager ou si c'est la thérapie complémentaire de quelque chose de grave. Hein. À l'IPC, par exemple, on propose des thérapies complémentaires associées aux thérapies cancéreuses, dans lesquelles il y a des ordonnances, il y a des praticiens qui sont sollicités. Et à ce moment-là, la CPM sait aujourd'hui que c'est indispensable à votre rééquilibrage. Voilà, donc tout dépend aussi de la gravité de la situation et tout dépend si c'est prescrit par des médecins ou pas.
Et il y a Francine qui nous demande si tu peux nous parler de la technique neurocutanée. Neurocutanée, que je ne connais pas. Technique neurocutanée. Alors, c'est Francine? Francine, riche Coucou. quelque chose. Coucou Francine. Alors, la technique neurocutanée, je vais vous dire ce que je sais. Euh, bon, déjà, dans le terme, on peut imaginer que c'est une technique qui agit sur le système nerveux de la peau dans le but d'interagir sur l'ensemble du corps. Et moi, je vais vous dire un petit peu autre chose aussi, peut-être que vous faites référence à ça. Il existe une technique qu'on appelle la réaction électrodermale, qui consiste à mettre des petites électrodes sur la peau, hein, mais c'est rien de très, c'est pas du tout invasif, hein, c'est juste posé. Et on vous fait vivre un certain nombre de situations émotives et on arrive à détecter l'émotion provoquée par cette stimulation simplement parce que votre sudation va évoluer et donc la conduction de votre peau va changer à ce moment-là. Et c'est utilisé dans les tests de vérité, par exemple. Vous voyez, quand on interroge quelqu'un, on peut avoir recours à ce type de méthode. Et une question de Mona sur est-ce que les effets de la réflexologie palmaire sont identiques à ceux de la réflexologie plantaire? Moi, j'aurais tendance à dire que palmaire, ça serait plus large peut-être, non? Palmaire, c'est quoi? C'est les mains? Oui, oui, oui. Ouais. Les mains par rapport. Euh, Écoutez, sincèrement, j'ai rien lu qui me permette d'étayer ça de façon un peu scientifique. Euh, on va dire en préparant cette conférence, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur la réflexologie plantaire, moins sur la réflexologie planaire. Donc, je ne peux pas vous répondre sérieusement. Je suis désolé. Mais on n'a pas plus de récepteurs au niveau de la main qu'au niveau du pied, non? Ah si, bien sûr, il y a plus Oui. de récepteurs au niveau de la main qu'au niveau du pied. Mais enfin, au niveau du pied, il y en a un paquet, hein, un paquet, un paquet. D'ailleurs, c'est bien un endroit dont vous vous moquez, c'est les récepteurs de la plante de vos pieds. Et ils sont tellement importants dans votre vie quotidienne, pour votre équilibre, pour votre posture, que il faut les bichonner. Hein. Comment est-ce qu'on les bichonne? Vous m'avez pas demandé comment on fait pour bichonner la peau. Eh bien, écoutez, en vieillissant, pour bichonner la peau, avant tout, il faut l'hydrater. Il faut utiliser une crème hydratante tous les jours sur la plante des pieds, sur la paume des mains. Puis, il faut s'automasser. On a mené des études pour montrer que la sensibilité tactile, l'habileté haptique était améliorée lorsqu'on hydratait la peau correctement. Et puis, la deuxième chose, il ne faut surtout pas contraindre la plante des pieds. Surtout pas. Pas de chaussures qui font mal. Il faut bichonner, quoi. Et justement, pour prolonger cette question, pour la peau des enfants, par exemple, Ouais, parce qu'elle évolue, cette peau des enfants, en fonction de l'âge, ouais. est-ce qu'il y a des méthodes très différentes selon les parents? Je veux dire, est-ce qu'il faut qu'un enfant prenne un bain, je ne sais pas, un enfant de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, prenne un bain tous les jours? Quelle température? Parce qu'il y a des D'accord. méthodes très différentes selon les parents, ça varie beaucoup. Alors, au départ, on était parti on va dire, il y a une dizaine d'années encore, d'un postulat qui était que la peau de l'enfant était parfaite. Et c'est vrai, elle est jeune, elle est belle, elle est lisse, elle n'a pas vieilli. Donc, puisqu'elle est parfaite, ben, ça va, on ne va pas trop s'en soucier. En fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que la peau de l'enfant, avant la puberté, hein, c'est ça la peau de l'enfant, avant la puberté, elle n'est pas imprégnée par le sébum, il n'y a pas eu encore de sécrétion importante des glandes sébacées. Donc, elle a une surface avec une ambiance qui est totalement différente de celle de l'adolescent et de l'adulte. Le microbiote est complètement différent. Euh, et donc, elle a un statut physiologique particulier. Et ce statut physiologique, il faut quand même le respecter. C'est-à-dire, il ne faut pas appliquer dessus les mêmes produits d'hygiène et de cosmétiques que ceux des adultes. Sinon, vous allez complètement abîmer ce microbiote cutané. Et un microbiote cutané qui est abîmé, c'est une porte d'entrée qui est augmentée pour des bactéries pathogènes ou sensibilisatrices. Euh, le bain, ça va dans le même sens. Si vous voulez, un bain très chaud, le microbiote n'aime pas du tout une température d'eau supérieure à 38, 39 degrés. Donc, prendre l'habitude de prendre des bains et de rester longtemps dans un bain, le microbiote, il n'aime pas trop. Je ne dis pas que vous mettez votre santé en danger, mais le microbiote, il n'aime pas trop. Et à fortiori, se récurer, se laver avec un savon qui est
quand même un petit peu agressif pour le microbiote, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, oui, il faut prendre en considération la peau de l'enfant. Oui, il faut savoir qu'elle est fragile. Oui, il faut savoir l'hydrater comme une peau d'adulte. Oui, il faut savoir utiliser des produits d'hygiène quotidiens qui sont importants. Voilà. Et pour l'enfant aussi, la précaution à prendre, c'est les perturbateurs endocriniens. Parce que comme la peau de l'enfant n'est pas imprégnée par des hormones sexuelles, elle est extrêmement sensible aux hormones. Et donc, lorsqu'il y a des perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, la réaction chez l'enfant va être plus importante que chez l'adulte. Donc, attention aux formulations. Alors, la question que j'attendais, parce qu'elle s'impose chez les aveugles, donc bien sûr qu'il y a un grand changement au niveau du toucher, puisqu'ils développent un toucher très fort. Donc, la question est bien sûr pourquoi est-il plus développé chez eux que chez nous? Ouais. Bon, il y a le grand principe j'utilise ce qui est à ma disposition. Donc, lorsqu'on n'a pas la vue, on utilise le toucher. Et à l'inverse, lorsqu'en vieillissant, votre toucher diminue, vous par la vision. Donc, ça ne veut pas forcément dire que les régions du cerveau qui sont dévolues à l'arrivée des fibres sensorielles sont différentes. En fait, c'est le mécanisme d'intégration à l'intérieur de votre cerveau qui va changer. Votre cerveau, à un moment donné, il va intégrer des informations qui viennent de différents canaux, la vision, le son, le toucher, et avec ça, il va imposer un comportement. Lorsqu'il manque l'un de ces canaux, eh ben, votre corps fait avec. Et donc, il va y avoir, on dit que la personne est beaucoup plus sensible. Elle n'est pas forcément beaucoup plus sensible. Je ne vais pas voir une sensibilité supérieure au niveau de la peau. Mais son cerveau va accorder beaucoup plus d'importance à cette information. Et donc, la réponse sera proportionnelle à l'influence que va avoir la stimulation tactile. Mais Évidemment, si vous supprimez cette information tactile, la conséquence va être dramatique au niveau de la marge, de l'équilibre, de la manipulation, etc. Mais pour prendre un aveugle qui va lire le braille, par exemple, toute la dextérité avec laquelle il va pouvoir faire ça, lire la texture, il doit développer au niveau des mains. Je crois que c'est les corpuscules de Merkel qui sont beaucoup plus importants. Merkel et Ruffini. Et évidemment, c'est un peu comme un sportif. Tout entraînement entraîne chez nous une spécialisation. La spécialisation, c'est la rapidité, l'efficacité de la réponse. C'est sûr, malheureusement, un aveugle, il est surexposé, surentraîné à utiliser ses doigts, et donc il va avoir une performance, une capacité de réaction qui va être bien meilleure que quelqu'un qui ne s'est pas entraîné. Ça reste sur le même principe que l'entraînement sportif. Hein. C'est la répétition, l'entraînement qui fait qu'on va spécialiser des mécanismes, spécialiser des voies nerveuses et augmenter l'efficacité de certaines réactions. Une partie de son cortex visuel est recyclée, quoi, est recyclée dans... Je ne suis pas sûr de ça. Non, tu n'es pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr que ça concerne les zones d'arrivée. Le cortex visuel, si jamais tu parles de l'aire somesthésique visuelle, enfin de l'aire de réception des visuels, non, je pense que c'est la partie traitement dans le cerveau qui est amplifiée et qui est directement connectée au cortex somesthésique. Enfin, ce n'est pas ma spécialité. Il y a sûrement des gens à Marseille là, qui doivent m'écouter et qui répondraient mieux que moi. Parce que comme je l'ai dit, il y a des équipes à Marseille qui travaillent sur la combinaison de plusieurs sens pour arriver à avoir un comportement moteur efficace. Elles répondraient mieux que moi. Là. Je pense à l'équipe de Anne Cavenidias, par exemple. Et quelqu'un demande ce que tu penses de la kinésiologie. Santé par le toucher. On en a parlé, je pense que c'est un petit peu tout ce dont tu as parlé sur la thérapie par le toucher. Écoutez, je peux, là encore, je préfère quand je n'ai pas lu, quand je ne sais pas quelque chose de précis. Kinésiologie, moi, pas vous répondre, je connais le terme de kinésiologie. Je pense vous avoir démontré ce soir qu'on sous-estimait totalement le pouvoir et l'importance du toucher et que si vous si vous y portez attention et si vous commencez à avoir des pratiques dans lesquelles vous mettez plus souvent en jeu le toucher affectif d'une part et puis certains aspects comme la manipulation, l'entraînement, vous allez
améliorer votre toucher, mais surtout, ce qui est très important, c'est que vous allez avoir une sensation de bien-être qui est énorme. C'est ce que j'essaye vraiment d'expliquer, c'est que dans la perception que l'on a de soi au milieu de la société, le toucher et le fait de pratiquer du toucher affectif vous rassure considérablement, considérablement. Il y a Franck qui demande, y a-t-il des études sur des mammifères pour lesquels le contact contribue à la communication ou à un comportement sociétal? Je pense que la réponse est oui. Ouais. J'ai répondu, vous savez, tout à l'heure, chez les singes, dans le film sur Arte, là, on montre bien ça, les chimpanzés qui s'épouillent et les mamans singes qui caressent leurs enfants. Absolument, oui, oui, ça existe. Je sais ce que je vais faire ce soir, en tout cas, ce que je vais regarder ce soir. Ouais, c'est sympa, ça. Peut-on apaiser des crises d'agitation chez le malade Alzheimer avec des points d'urgence par acupression? Je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous dire. Je ne l'ai pas pratiqué. Je ne peux pas vous dire oui. Vous avez dit que le cerveau communiquait avec la peau sans qu'il y ait forcément de contact, comme par exemple après une émotion forte. Effectivement, les psoriasis, eczéma, vitiligo sont souvent consécutifs à un stress. Ouais. C'est fou ça. Hein. Écoutez, ça reste une grande question en dermatologie. Tous les dermatologues l'ont constaté. Hein. Oui. Après, comment est-ce que ça fonctionne et quel est le médiateur ou quels sont les médiateurs? Parce que là, on n'est pas dans la situation des endorphines, des endocannabinoïdes qui calment la douleur, où on connaît quand même pas mal de choses sur les transmetteurs de la douleur. Mais pour ce qui est de ces maladies, bon, ce sont des dérèglements immunitaires. Hein, donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système immunitaire de la peau. Mais ce que j'essaie de vous montrer, c'était qu'il peut y avoir, à travers les fibres nerveuses de la peau, venant de la partie supérieure, des neuromédiateurs comme la substance P, le CGRP, qui sont libérés par la fibre et qui vont avoir un effet immunitaire. Ça, on l'a constaté. On l'a constaté, par exemple, moi, les exemples que je connais le mieux, c'est dans le cas de la rosacée. La rosacée, qui est une pathologie si vous voulez, qui est basée au départ sur cette rougeur, l'émotion du flush, mais qui devient chronique et pathologique, avec des dérèglements vasculaires, des vaisseaux qui sont abîmés, etc. Là, on sait que la libération de CGRP par les fibres nerveuses joue un rôle fondamental. Donc, anatomiquement, il y a une logique à ça. Après, quel est exactement le mécanisme et le neurotransmetteur dans les pathologies que vous indiquez, on ne le connaît pas. Mais tous les dermatologues aujourd'hui s'entendent pour dire oui, 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 le cerveau parle à la peau et peut aggraver des situations pathologiques, absolument. Et malheureusement, on ne sait pas trop comment vous aider. Hein. Et les chatouilles? Sauf à réduire votre stress. Oui. Vous voyez, sauf à réduire votre stress à travers des comportements que je vous ai conseillés ce soir. Les chatouilles. Les chatouilles. Ouais, mais ça reste un grand mystère. Parle-nous des chatouilles. C'est quoi le récepteur de la chatouille? Aziz, il faut demander à Aziz Mokrich, au lieu de travailler sur les récepteurs de la douleur post-opératoire, qui travaille sur les récepteurs de la chatouille. Je ne suis pas sûr qu'il aurait autant de succès, enfin, qu'il intéresserait autant la communauté. S'il était là, on aurait pu lui passer. Soigner, parce que soigner une douleur chronique post-opératoire, c'est quand même plus important que soigner les chatouilles. Écoutez, il y a certainement des récepteurs associés à la chatouille, oui, oui, absolument. Puis d'abord, c'est un mode de stimulation très particulier. Oui, oui, mais je vous assure qu'on s'est tous posé ces questions. Nous tous qui travaillons sur les récepteurs cutanés, à un moment donné, le vendredi soir, avec la bière au labo, quand on commence à délirer sur les idées de la semaine suivante, on s'est tous posé la question des chatouilles. La question du plaisir, on s'est tous posé aussi des tas et des tas de fois. Mais c'est quoi le récepteur du plaisir? Ah, si j'avais une molécule qui stimule le récepteur du plaisir, mais quel bonheur! J'aurais fortune. Dans les cultures, oui, ça retouche ce qu'on a dit au début. Dans les cultures où on embrasse beaucoup les enfants, les adultes qui en résultent, sont-ils plus équilibrés ou autres? Moi, je dirais oui. J'aurais envie de dire oui. Écoutez, je n'ai pas de retour d'expérience. Ce qui est intéressant dans les études que je vous ai montrées, c'est que ces études, comment on dit,
métacentrique, c'est ça, qui porte sur un grand nombre de personnes, vous voyez, avec un recul sur plusieurs années dans lequel on a suivi les gens. Donc on sort de, je pense que, je crois que, il me semble que, la logique voudrait que, pour dire, ah, le résultat, c'est ça, quoi. Et nous, scientifiques, on a toujours un peu tendance à essayer de raisonner à travers ça. Alors, bien sûr, à un moment donné, je peux vous dire, je crois que, ouais, c'est logique ce que vous dites, mais je ne peux pas vous dire, allez lire telle étude qui le confirme. Et sur le membre fantôme, on a eu la question, bien sûr, Ah ouais. chez Mais ça, c'est l'antiquaire. un peu comme la question de tout à l'heure, hein. Oui, là, il y a pas mal d'études, hein. Les récepteurs sont leurrés. Les récepteurs de la fin du membre fantôme sont leurrés. Il y a une illusion. Ils croient qu'ils pensent. Et puis toutes aussi ces douleurs associées au membre fantôme. Ouais, ouais. Absolument. Alors, il y a des processus de rééducation qui sont actuellement mis en place pour essayer de contraindre le cerveau à comprendre que cette information correspond à un membre qui n'est pas fantôme. Pardon, à un membre qui n'existe plus, hein, voilà, qui a disparu. Mais oui, si vous voulez, c'est des anomalies dans le fonctionnement des récepteurs que je vous ai montré. Et ces anomalies, il faut comprendre que ces récepteurs sont dans un environnement chimique qui est totalement différent, avec des médiateurs immunitaires et même des substances nerveuses qui ne sont pas là habituellement et qui les font fonctionner de manière anormale. Quelque chose sur la proprioception, on ne la Mais perd ça y pas. est, il n'y a plus de questions. Tu veux qu'on arrête? Il est 8h12. Oui, on a perdu, Non, on non, a mais perdu la dis-moi encore, moitié. c'est dans... Alors, attends, je cherche une dernière question. Euh, bon, la proprioception, on ne la perd pas seulement avec l'âge ou accident. Ça peut être dès la naissance, par exemple, si le cerveau a été abîmé à cause d'alcoolisation fœtale, par exemple. Est-ce que Ouais. ça vient du cerveau alors que mais les récepteurs et fibres fonctionneraient bien? Euh, Oui, oui, bien sûr. Et là, je vois qu'il y a quelque chose concernant la fasciathérapie. ouais. Alors, ce qui est Et alors? intéressant, c'est la manière dont c'est une question de Claire, et la fasciathérapie qui consiste à toucher le grand fascia de la peau, puis des fascias internes. En fait, c'est le mot fascia qui m'intéresse. Si vous voulez, il faut imaginer que les fibres nerveuses se regroupent pour cheminer dans des nerfs, et plus on monte vers le cerveau, plus les paquets de fibres sont importants. On appelle ça des fascias. Et effectivement, à un moment donné, si c'est le principe un peu du shiatsu, hein, si vous allez appuyer sur des zones où ces fascias passent assez proches de la surface, par la pression, vous allez pouvoir les toucher, les stimuler mécaniquement en les manipulant, et vous allez pouvoir induire des effets. Donc, moi, je ne connais absolument pas la position de ces points, hein, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais je conçois qu'au niveau du visage, qui est assez proche du cerveau, il puisse y avoir des fascias importants et que les manipuler puisse entraîner des stimulations. Bon, on va devoir conclure parce on va pas vous garder jusqu'à minuit. Il est 20h15. Donc, merci beaucoup, Marcel, pour cette conférence et les réponses aux questions. Je vous rappelle que cette conférence sera donc en ligne sur la chaîne YouTube cerveau.com. Il y a pratiquement tout. Et donc, on va vous quitter maintenant et vous souhaiter une bonne soirée. Et Mais merci d'avoir assisté. Vas-y, dis un mot si tu veux. non, mais je vous remercie d'être resté aussi nombreux jusqu'à la fin. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions et que je vous ai apporté des connaissances que vous pourrez utiliser tous les jours pour votre culture générale. D'accord, hein. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On a des mails faciles si vous avez une question plus personnelle. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. Serge. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.